Ciao. C'est bon? Bon. Bien. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien d'abord, merci beaucoup de venir aux vœux de votre député et camarades et amis ce soir. Je voudrais d'abord vous remercier, toutes celles et ceux qui sont présents, qui sont venus parfois de loin, puisqu'on a des Anneciens, des Albertvillois, des Maurianais et de bien au-delà, des Lyonnais, etc. Donc merci aux élus, merci aux institutionnels, aux camarades présents, aux associations également et à leurs représentants. Et je voudrais remercier également mon équipe parlementaire qui a, depuis des mois et des mois, assisté votre député dans toutes ses tâches, tous ses projets, et qui a préparé cette soirée d'arrache-pied pour que ce soit une réussite et que vous soyez bien accueillis parmi nous. Voilà. Voilà. Alors, on m'a demandé de faire assez court quand même, parce qu'on est nombreux, et ceux qui viennent de loin ne voudront pas repartir trop loin. Et comme on me sait parfois capable de rester longtemps au micro avant de me fatiguer, donc on m'a donné un format, une vingtaine de minutes. Je ne sais pas si je le tiendrai. C'est pas mal, 20 minutes, ça va. Qui veut plus? Ah, bon, et donc je vais vous parler un petit peu de l'année écoulée, de l'année à venir, c'est-à-dire du bilan et des perspectives 2024, avant ou dans le cadre de ces vœux. Alors bien évidemment, je me dois de vous faire un bilan de votre député, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé cette année écoulée, 2023, et on va dire plus largement depuis les élections, qui datent d'il y a 1 an et demi maintenant, juin 2022, le 19, on s'en souviendra toute sa vie lorsqu'on a été élu, comme moi. Bon, bah... ouais, oui, c'est une date qui marque le cœur des hommes et des femmes. Ah, merci. Je vois que j'ai une supporter. Bon, d'abord, sur le plan personnel, ce mandat m'honore toujours autant, parce qu'on se rend compte dans les temps que nous traversons, les temps démocratiques, républicains, à l'Assemblée nationale, que c'est un mandat qui oblige, qui a une importance, parce que si je prends par exemple la chaîne parlementaire, elle a vécu un bond de fréquentation, d'audition, d'audimat, qui montre qu'on a beau dire, les Français s'intéressent à la politique et à la politique de leur pays. Ils connaissent d'ailleurs bien mieux qu'on ne le pense tous les arcanes des lois et de notre Constitution, etc. Puisqu'aujourd'hui, les Français sont capables de vous dire, voilà, c'est le 49.2, le 49.3, le 46.4. Enfin, on se rend compte qu'il y a une connaissance du processus légistique qui est de mieux en mieux connu de nos concitoyennes et concitoyens. C'est une responsabilité aussi qui oblige et qui fait que les nuits sont relativement courtes bien souvent, puisque à l'Assemblée, vous avez pu le suivre, on finit parfois très tard, minuit dans le meilleur des cas, mais bien souvent on dépasse, on déborde, parce qu'il nous faut faire tenir les examens des lois dans des formats qui nous sont imposés par le gouvernement, il faut le dire, et qui fait qu'on pourrait dire qu'en fait, le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est une industrie à fabriquer les lois, hein, c'est une usine à fabriquer les lois. Donc, je tiens à vous dire aussi que je suis également très fier d'être à la commission des lois. Ce n'est pas la commission que j'avais choisie au départ, puisque moi, j'avais émis comme vœu d'aller à l'éducation ou au développement durable. Et puis, je le rappelle, certains d'entre vous le savent, mais Mathilde Panot m'a appelé le lundi qui a suivi l'élection en me disant « Nous avons une super commission pour toi, malheureusement, ce n'est pas celle que tu as demandée, c'est la commission des lois. » Et derrière, Hugo Bernalicis disait « Tu vas voir, Jean-François, tu vas t'éclater, c'est génial, rejoins-nous !» Alors je dis « Mais attention, moi, je n'ai pas de formation de juriste, ni légistique, donc c'est peut-être compliqué. » Ils m'ont dit « Non, non, tu verras, tu apprendras sur le tas. » Et effectivement, c'est ce qui s'est produit en 1 an et demi. Je dois dire que cette commission m'a beaucoup appris et beaucoup passionné aussi. Pour petit rappel, la commission des lois, parmi les 8 commissions de l'Assemblée nationale, c'est la commission qui est chargée, qui est compétente pour l'examen sur le fond des lois relatives à la sécurité intérieure et civile, qui est également compétente pour l'examen des lois de la justice, qui est compétente également pour l'examen de toutes les lois constitutionnelles, ce qui fait quand même qu'on a beaucoup à faire, puisqu'on peut dire que sur l'année écoulée 2023, plus du tiers
du temps d'examen de loi a été confié à la commission des lois, ce qui explique pourquoi, et je voudrais aussi m'en excuser auprès des gens de ma circonscription, eh ben, on n'a pas la même disponibilité quand on est à la commission des lois auprès des citoyennes et des citoyens de sa circonscription que lorsque l'on est à la commission des affaires étrangères ou de la défense, puisque ce sont deux domaines régaliens, l'un du Quai d'Orsay et l'autre du président de la République, la défense étant son domaine réservé, comme on a pu le voir dans les derniers mois, par rapport à tout ce qui se passe hors de nos frontières. Voilà. En même temps que je suis commissaire aux lois, je suis également délégué à la délégation aux droits des femmes, qui cette année participe à un événement qui est le CWS, le Commit of Women Summit, qui est en quelque sorte le sommet mondial de la condition des femmes, qui se déroulera à New York début mars, et à laquelle nous avons prévu de participer. Je suis également membre de l'association parlementaire franco-allemande. Alors, il faut quand même dire un petit mot de cette AFPFA, Association des parlementaires franco-allemands. C'est la seule organisation transnationale, en quelque sorte, ou binationale, en quelque sorte, de parlementaires. Il n'en existe aucune autre au monde. Et donc, nos deux pays, Allemagne et France, partageons à intervalles réguliers l'étude, l'examen de lois qui sont votées également, comme si nous étions un parlement transnational, puisque nous sommes à due proportion de la population, les députés allemands et les députés français. Et nous examinons certaines lois. Par exemple, nous étions à Bonn, en Allemagne, il y a quelques semaines, et nous avons fait quelques propositions du côté français, par exemple, pour garantir la pérennité du financement de la chaîne Arte, qui est en péril. Ben oui, voilà, on a des... Mais oui, moi aussi, bien sûr. Donc nous nous sommes battus pour qu'il y ait une garantie de l'État français de la pérennité du financement d'Arte. Eh bien, figurez-vous, regardez ça, comment c'est quand même étrange, qu'on pensait que ça passerait crème et que les Allemands s'y opposeraient, et finalement, on a, du fait du vote négatif des parlementaires français de l'association parlementaire franco-allemande, des députés des autres camps, bien sûr, pas des camps de la NUPES ou de la France Insoumise, mais qui ont voté contre. Donc, vous voyez, ne croyez pas que même ce qui pourrait paraître un détail, une chaîne de la TNT, Arte, passionnante, on va dire, polyvalente, soit garantie. Non, il y a des menaces aussi sur des outils d'information comme cette chaîne-là. C'est l'anti-CNews. Pardon ? C'est l'anti-CNews. Oui, en quelque sorte, on pourrait le dire. Oui, en effet, ce n'est pas une chaîne qui appartient à un milliardaire qui, selon au gré de ses caprices, promeut telle ou telle sensibilité politique, et parmi les plus nauséabondes, comme on l'a vu ces derniers mois avec ces chaînes-là. Deuxièmement, donc, j'étais quand même un petit peu en circo, même si le travail en hémicycle et en commission prend beaucoup de temps. Et nous avons, avec un certain nombre d'entre vous, nous avons mené des luttes, des combats sur un certain nombre de sujets. J'en prends quelques-uns, ce n'est pas exhaustif, mais nous nous sommes battus au niveau ici de la permanence avec mes collaborateurs pour des titres de séjour. On a été beaucoup sollicités par des gens qui sont venus nous voir pour nous expliquer dans quelle situation difficile ils se trouvaient aujourd'hui en France. Et je dois dire que c'est quelque chose de très touchant. Et à titre personnel, je me dis, si on avait pu filmer tous ces entretiens que nous avons eus avec des personnes qui sont dans des difficultés pour obtenir des titres de séjour, et si nous avions pu transmettre en quelque sorte, partager, on va dire avec l'opinion, avec les médias aussi, les difficultés dans lesquelles se trouvent un certain nombre de personnes, eh bien, on comprendrait déjà qu'avant le vote de cette loi infâme asile et immigration, on avait déjà une situation qui était déjà abominable pour ces gens-là, puisque les délais de traitement, les conditions requises pour pouvoir obtenir un droit de travailler de gens que des employeurs veulent faire travailler. Je vais vous prendre un exemple tout simple.
Les vignerons qu'il y a du côté de Saint-Pierre d'Albigny, eh bien, par exemple, ils sont dans la détresse parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre autre que des gens qui sont en situation de migrants et qui veulent travailler, qui sont là, qui sont disponibles, qui ne demandent que ça. Et finalement, la loi et la réglementation fait qu'ils sont en infraction en employant des gens qui n'ont pas été régularisés. Mais en même temps, on a des problèmes à faire régulariser tous ces travailleurs. On l'a vu, puisque ça a été le thème central de la loi Asile et Immigration. Donc on se rend compte que quelque part, il y a une sorte de mauvaise foi à se dire que nous en avons besoin. Les entreprises en ont besoin, notre économie en a besoin. Nos anciens en ont besoin, puisque la plupart des gens qui sont dans les structures pour personnes âgées, eh bien, qui croyez-vous qui s'occupe d'eux? Ce sont des personnes qui sont en situation de migration et qui n'ont pas, pour beaucoup, de situation régularisée. Donc en fait, la France est dans une illégalité totale, mais dans une mauvaise foi également, dans un... comment on pourrait appeler ça pardon? Oui, un déni en réalité du besoin que nous avons de ces personnes. Donc voilà, ça fait partie ça a été un gros travail. Nous nous sommes battus également contre le Lyon-Turin. Vous vous souvenez de l'organisation importante qu'il y a eu contre le Lyon-Turin les 16 et 17 juin en Maurienne. Ça a été une très belle mobilisation, très visible, on va dire même internationalement parlant, puisqu'il y avait des Italiens, même si le gouvernement français a tout fait pour les empêcher de nous rejoindre, en les bloquant à la frontière, donc quelque chose d'assez illégal d'ailleurs, c'est illégal, mais on a quand même réussi à faire une belle mobilisation. On a eu également un très joli meeting sur les retraites dans ce combat-là, avec la présence de Mathilde Panot. Nous nous sommes battus, alors c'est pas sur le plan local, c'est sur le plan national, mais malgré tout avec des effets sur le plan local pour la réglementation du tarif de l'électricité. Nous avons réussi avec tous nos partenaires de la NUPES à faire voter une loi dans une niche pour justement bloquer les tarifs de l'électricité. Et malheureusement, là, l'Europe vient à l'instant, pratiquement, de voter une loi qui contrarie complètement celle que nous avons votée sur le plan national et qui, à nouveau, libéralise, c'est-à-dire permet à nouveau aux spéculateurs de l'énergie, et de l'électricité en particulier, d'abolir en quelque sorte la loi française, puisque la loi européenne s'imposera au travers de ce qu'on appelle techniquement une DADU, c'est-à-dire transposition en droit français des directives européennes et règlements européens. Nous nous sommes également mobilisés par rapport aux prisons, parce que je prends l'exemple de Eton, où nous avons, dans une seule année, vécu, si je puis dire, un deuxième meurtre à l'intérieur de la prison d'Eton, et qui s'est produit dans les mêmes conditions exactement que celle qui s'était produite au mois de février 2023, et qui elle-même s'était produite dans les mêmes conditions qu'un autre meurtre qui s'est produit à la prison de la Talaudière, à Saint-Étienne. Et pour vous rappeler un petit peu ces conditions qui sont quand même effrayantes, c'est que comme il y a une surpopulation carcérale, on fait cohabiter 2 voire 3 détenus dans des cellules de 9 mètres carrés. Si vous retirez la surface du lit, la surface des WC, de la douche, quand il y en a, et des matelas, ben vous voyez bien à quel point finalement vous passez votre temps de détention à dire « excusez-moi, pardon ». Et lorsque vous êtes co-détenu avec quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, or les troubles psychiatriques représentent 15 à 30% des détenus en France, eh bien vous comprenez que finalement la charte déontologique du système pénitentiaire, elle est complètement bafouée puisqu'elle prévoit dans son article 2, je crois, que l'État et l'administration pénitentiaire se doivent d'assurer la sécurité, c'est la moindre des choses, des détenus, puisque bien évidemment, il y a parmi les détenus des gens qui ont, entre les troubles psychiatriques et puis des fois les oppositions et les conflits qu'il peut y avoir entre détenus, on imagine bien que c'est un endroit où la violence institutionnelle s'exprime de façon particulièrement cruelle. Donc, je répète encore, et là au titre de commissaire aux lois, que la prison doit être un élément de remédiation, et que tout détenu a vocation à réintégrer ensuite la société normale, et qu'il est de notre devoir de tout faire pour qu'ils la réintègrent meilleure qu'ils n'y sont rentrés, et aussi moins dangereux pour certains. Or là, nous avons affaire finalement là aussi à une sorte d'usine
l'incarcération est une sorte d'usine qui, dans les conditions qui lui sont imposées de surpopulation, eh bien, produit l'exact contraire de ce pourquoi elle avait été conçue. Pardon, je peux dire quelque chose? Peut-être la fin. Il y a quelques délinquants qui nous dirigent, ils ne vont jamais en prison. Sarkozy, par exemple. Ah bah Comme ça, il faudrait apprendre qu'est-ce que c'est la prison. ouais. Non mais bien sûr. Hier soir, on a eu une réunion avec la section Chambéry, et on a parlé de la situation sanitaire et humaine des prisons. Non mais bien sûr. Mais bon, j'ai que 20 minutes, alors je veux bien en discuter après, si vous voulez, dans les questions-réponses. Je continue, parce que je ne sais pas à combien j'en suis au niveau de temps, mais j'ai encore un certain nombre de choses à vous dire. Nous nous sommes également investis dans tout ce qui concerne la santé mentale, qu'elle soit dans le milieu carcéral, mais également dans le milieu public, parce qu'il y a également là beaucoup de souffrances qui sont consécutives, notamment, on l'a observé en termes de fréquentation à l'époque du Covid. Et aujourd'hui, nous avons un problème en France qui est comment dire, la disponibilité du système de santé mentale pour les patients. Donc là, il y a un combat également à mener parce que nous n'avons pas assez de praticiens, on a des difficultés à recruter des praticiens. Nous avons visité hier, pas plus tard qu'hier, le CHS de Bassins, très bel établissement, très bien tenu, il n'y a rien à redire, mais sur l'ensemble des effectifs optimaux qu'il devrait avoir, eh bien, le déficit, il se fait non pas au niveau du personnel, on va dire des infirmiers, des personnels d'entretien, etc. Non, c'est au niveau des médecins. Il nous manque à peu près une dizaine de médecins dans cet établissement psychiatre. Donc vous voyez que là, on a également une difficulté de recrutement. Alors là, qui est multifactorielle, qui est due aux conditions de travail, qui est due à l'hyper-administrativation de la fonction, mais comme dans beaucoup d'autres services publics. Enfin voilà, nous avons, dans le domaine de la santé mentale également, beaucoup de travail à poursuivre. Et puis pour terminer sur la circonscription, eh bien, là en quelque sorte, c'est une bonne résolution pour l'année 2024, c'est de multiplier encore le nombre de permanences mobiles à l'intérieur du territoire de la 4e circonscription, puisque bien évidemment, je ne vais pas faire des permanences chez mes voisines et voisins du département. Pourquoi pas, oui, je sais pas. Il y en a certains qui apprécieraient, j'imagine, et d'autres beaucoup moins. Mais ce n'est pas, comment dire, dans mes attributions. Voilà pour ce qui concerne la circo. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'Assemblée nationale. Tout le monde se souvient que ça a été une année qui a été fortement marquée dans son premier semestre par le combat pour les retraites, qui s'est terminé, bien évidemment, comme l'on sait, avec le 49.3 et puis l'imposition de cette loi. Non, il n'y a pas eu de 49.3 pour les retraites. Ça, c'est passé crème. C'est le tour de magicien. Pardon ? C'est le tour de magicien à la Oui, dernière minute. oui, oui. Bon, voilà, donc une loi là aussi infâme, puisque finalement, alors que le CAC 40 aujourd'hui exulte dans le volume de ses profits, comme jamais, on bat des records à nouveau. Le CAC 40 est repu, il a besoin de dégrafer sa ceinture tellement le ventre explose du pantalon. Eh bien, à qui demande-t-on des efforts pour équilibrer, soi-disant, si c'était nécessaire, des comptes? Eh bien, c'est aux travailleurs, aux salariés. Donc là, il y a une injustice terrible. Nous ne lâcherons rien. Et de toute façon, nous nous battrons et nous continuerons à nous battre pour revenir à la retraite à 60 ans parce que la France a tout à fait les moyens de faire en sorte que nous vivions bien. Nous n'avons pas l'intention de continuer à nous laisser voler les deux meilleures années de vie, de retraite, par les 2 pires années de travail, puisque c'est un petit peu le résumé de cette abomination. Nous nous sommes battus avec notre groupe et parfois aussi plus largement avec la NUPES pour encadrer les marges des grandes surfaces. C'est un amendement qui avait toutes les chances de réussir en hémicycle, mais bien évidemment, de la même façon que l'amendement pour la défiscalisation des associations des banques alimentaires, eh bien voilà, toutes ces bonnes choses que nous avons réussi à emporter en hémicycle ont été balayées là aussi par les caprices gouvernementaux et macronistes, par des 49.3. Je vous rappelle qu'il y en a eu 23 cette année. C'est facile à retenir, 2023, 23, l'année prochaine, il devrait y en avoir 24 en 2024.
Voilà pour ce qui concerne le PLF. Pour ce qui concerne le PLFSS, c'est-à-dire les comptes de la sécurité sociale, alors la sécurité sociale, on en parlera, puisque samedi, à la salle Grenette, nous aurons une assemblée populaire dont le thème central est la sécurité sociale. Et ce trésor-là, qui n'appartient pratiquement qu'aux Français à travers le monde, puisque c'est un héritage du Conseil national de la résistance, à la fin de la guerre, il y avait eu tellement de collaboration du fascisme et des entreprises et des politiques qui avaient collaboré que finalement, l'effet de balancier a permis de mettre en place une loi sociale qui était celle de la sécurité sociale. Cette avancée formidable qui nous prémunit tous par rapport à la maladie, par rapport au chômage, par rapport à la vieillesse, eh bien, elle est mise en péril aujourd'hui, puisque là où il y a des grosses sommes d'argent, il y a toujours des vautours qui veulent s'emparer des caisses et en faire des profits, bien évidemment, puisque vous imaginez bien que l'inverse de notre système, c'est le système américain, où finalement, si vous avez de l'argent, si vous êtes en mesure de vous endetter, eh bien, vous pouvez vous faire soigner. Sinon, eh ben, vous crevez, et c'est de plus en plus ce qui risque de se passer dans notre pays si on continue à les laisser faire. La loi Asile et Migration, j'y reviens bien évidemment, mais il ne faut pas cesser de rappeler que c'est une loi qui a été inspirée par la famille Le Pen, par le Front National, depuis des années. Depuis les années 90, ça fait partie du programme du Front National. Eh bien, l'ensemble des mesures les plus coercitives, les plus répressives de cette abominable loi, elles sont héritées du cerveau fécond, si je puis dire. Et dans fécond, il y a con. Oui, mais les fées ont quitté le berceau depuis longtemps, ou alors en tout cas, c'était plutôt des sorcières que des fées. Et donc, nous avons aujourd'hui un héritage très malsain que l'ensemble de la droite macroniste, les Républicains, ont signé, ont voté dans cet hémicycle, sous nos huées à nous, de l'ensemble des partenaires de la NUPES, puisque là, il y avait un consensus dans notre camp, progressiste, disons, pour condamner, pour dénoncer en quelque sorte l'ignominie des mesures qui sont comprises là-dedans. Et on l'a vu tout à l'heure, on l'a évoqué bien évidemment, l'hypocrisie totale de cette loi. Toujours sur le plan de l'Assemblée nationale, nous avons eu une niche au cours de laquelle nous avons fait voter à l'unanimité, il faut le dire quand même. Ce matin, j'étais invité par le lycée Monge auprès des élèves pour expliquer en quoi consistait un mandat de député, pour parler un petit peu de politique, non partisane, là, institutionnelle. Et je leur ai donné comme exemple à une question qui m'avait été posée sur quel avait été une de nos plus grands plaisirs, joie en quelque sorte, de députés au cours de l'année 2023. J'ai dit, le vote à l'unanimité de notre proposition de loi pour la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes, ça avait été une joie profonde qui nous a vraiment émus. Et maintenant, nous attendons que ce gouvernement et Macron qui a promis, mais nous attendons parce qu'avec lui, les promesses, finalement, il n'y a pas pire menteur. Donc, on attend de voir si ça se traduira en actes, si réellement il ira jusqu'au bout du dispositif qui consiste à constitutionnaliser, c'est-à-dire proposer la modification constitutionnelle aux deux chambres réunies de cette disposition qui donne à toutes les femmes de France le droit et la liberté de recourir, si elles le souhaitent, à l'interruption volontaire de grossesse dans des conditions qui restent à définir par rapport à la durée, etc. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et sur le plan du travail parlementaire, j'ai eu aussi le plaisir de travailler avec toute mon équipe qui a été d'un énorme soutien dans un boulot qui est énorme, sur deux propositions de loi. L'une pour la rénovation thermique massive des bâtiments en France financés par le gage hypothécaire. Alors de quoi s'agit-il en deux mots? Eh bien, il s'agit de se dire que la rénovation thermique des bâtiments, ça coûte beaucoup d'argent. Au mètre carré, c'est des sommes qui sont significatives et que tous les ménages et tous les propriétaires ne peuvent pas financer. Donc l'idée est de dire, eh bien, l'État avance les sommes nécessaires à réaliser des rénovations thermiques globales des bâtiments, moyennant quoi, lors de la première mutation,
que ce soit par vente, par décès, par transmission, eh bien l'État est prioritaire pour se rembourser des sommes qu'il aura avancées à taux zéro. Et donc, dans un délai maximum de 30 ans, l'État récupère les sommes investies dans la rénovation thermique des bâtiments. Sachant que, pour la petite information statistique, la durée moyenne de possession d'un bien immobilier en France est de 14 ans. Donc ça veut dire que, grosso modo, c'est un prêt à taux zéro sur 14 ans que l'État pourrait consentir pour permettre vraiment la massification de la rénovation thermique. Parce que je tiens également à rappeler qu'en dépit de l'autosatisfaction de ce gouvernement qui est passé de 3 milliards à 5 milliards sur le budget qui sera affecté à MaPrimeRénov' et ce type-là de dispositif, ça ne marche pas très bien. Et le reste à payer, le reste à charge est tellement important pour la plupart des propriétaires ou des locataires que finalement peu de monde y souscrit, à part lorsqu'il s'agit d'accepter de voir ces combles perdus recouverts de laine de verre ou de roche pour l'euro symbolique, qui est le dispositif qui aura le mieux marché, mais c'est pas terrible quand même. Et l'autre proposition de loi sur laquelle j'ai travaillé et que j'ai déposée également en mon nom, c'est le référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle. C'était une demande des Gilets jaunes, ça a été une des revendications qui a abouti à toutes ces semaines et ces mois même de mobilisation des Gilets jaunes, qui au départ a été, on va dire, un rassemblement de mécontentement, si vous vous souvenez, suite à la hausse du prix des carburants. Oui, et à l'époque, c'était 1,40 € ou 1,50 €, alors que maintenant, on est plus près des 2 €. Donc, vous voyez, là, des Gilets jaunes, et des motifs de mécontentement, il devrait y en avoir beaucoup. Mais il ne vous aura pas échappé que lorsqu'on se fait punir en se faisant crever les yeux ou arracher les mains, en général, ça a plutôt une fonction coercitive, punitive, qui est en quelque sorte, si je puis dire, éducative, entre guillemets. Et ça apprend à rester chez soi et à déprimer en se disant que décidément, on est dans un pays qui tient peu compte du peuple. Donc voilà, nous avons déposé cette proposition de loi du RIC constitutionnel. Et maintenant, nous allons la faire vivre, nous allons communiquer dessus, nous allons essayer de la faire apparaître soit dans une journée transpartisane, de loi transpartisane, soit dans la prochaine niche de la France insoumise. Voilà pour le bilan, voilà pour l'année écoulée. J'ai certainement oublié des choses, mais on en discutera après, et puis vous pourrez poser des questions. Maintenant, je voudrais vous parler des perspectives. Eh bien, les perspectives, on peut dire qu'elles sont guère changées, de la même manière que le programme de la France insoumise n'a pas besoin d'être refondu de fond en comble pour être toujours d'une criante actualité et d'une pertinence quasi totale. Donc nous sommes toujours face à une triple urgence, sociale, écologique et démocratique. Alors, comment cela, sur quel domaine il va falloir continuer à se battre, puisque finalement mes vœux sont ceux de continuer à disposer de l'énergie, des ressources, des militants, des camarades et de l'appui de tous ceux qui se mobilisent, manifestent, etc. Eh bien, il faudra se manifester et se mobiliser sur le plan de l'urgence sociale parce qu'il y a des problèmes d'inflation. On l'a vu parce que là aussi, malgré l'autosatisfaction du gouvernement qui dit oh, nous ne sommes qu'à 3,1% d'inflation, mais en réalité, nous, on observe, et avec tous les chiffres de l'OCDE, qu'en France, on est sur 2 ans, sur les 2 ans écoulés, les 24 mois écoulés, on est plus près des 20% que des 3%. Et ça, le porte-monnaie des Français, il ne ment pas et ils s'en rendent bien compte qu'on les prend pour des imbéciles. Le logement, même des ministres ont évoqué quand même publiquement qu'il y avait là une bombe à retardement social. Et bien évidemment, notre ville n'est pas épargnée, notre département non plus, puisqu'il y a une très forte demande, il y a une pression forte de beaucoup de gens d'avoir un logement décent, parce que beaucoup de gens encore aujourd'hui vivent dans des logements indécents, ou vivent très nombreux dans un même petit appartement. Enfin bref, il y a un besoin énorme de logement social. Et là, nous appelons et nous continuerons à nous battre avec toutes les associations, comme Cap à Gauche par exemple, qui est très investi dans ce combat, pour continuer à demander des logements sociaux à des prix abordables et demander également à ce que finalement les locataires de ces logements, qui sont les plus modestes d'entre nous, qui sont les classes populaires, eh bien ne fassent pas les frais également de l'inflation terrible qui pèse sur les charges, à commencer par celle sur les énergies et en particulier sur celle de l'électricité qui aujourd'hui fait que j'ai de mes yeux vu des locataires me montrant l'évolution de leur quittance de loyer pour lesquels il y a des augmentations de 30 à 40%. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais
pour celles et ceux qui ne sont pas dans ce type de logement, si demain vos propriétaires ou les mensualités que vous payez si vous êtes en accession à la propriété augmentent de 40%, j'imagine que vous allez vous rendre compte que vous allez devoir vous sacrifier sur tout un tas d'autres dépenses, voire sur la nourriture, puisqu'aujourd'hui, un grand nombre de Français font des économies sur l'alimentation pour arriver à joindre les deux bouts, ce qui veut dire qu'on est dans un pays, 7e puissance économique du monde, où on a des gens qui meurent de froid dans la rue. Il y en a eu 2 cette semaine déjà, et peut-être d'autres, parce que finalement, c'est à bas bruit, on ne s'en rend pas compte. C'est des gens, ils ont à peine une identité pour certains, de ces SDF, eh bien, ils finissent par ne plus avoir de place d'hébergement parce qu'il y a un manque phénoménal de places d'hébergement d'urgence, et avec le froid que nous connaissons maintenant, eh bien, finalement, nos frères et sœurs crevent dans la rue. Voilà, il a été question dans ce remaniement que ce soit Monsieur Kasbarian, le député, j'ai entendu ça. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une blague? Parce que ce type-là, c'est l'anti-Abbé Pierre. Moi, j'étais dans la commission qui a étudié la loi anti-squatter, et je peux vous dire qu'elle est du même acabit que la loi asile-immigration, une horreur. Donc voilà, quelque chose qui est quand même, là aussi, une sorte de bras d'honneur qui nous est fait par ce président au peuple français en disant « Vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes de 102 000 fixes, eh bien je vais vous mettre Kasbarian comme ministre. » Mais peut-être est-ce une blague. Mais comme je suis un peu susceptible parfois, je l'ai pris au premier degré. Voilà pour... Et la liste est longue. Je me demande si je vais avoir le temps de tout passer en revue, mais vous voyez bien que sur le plan social, l'urgence... l'atteinte à notre sécurité sociale, on en a parlé, les titres de séjour, les retraités pauvres, qui sont pour certaines, c'est souvent des femmes, bien en dessous du seuil de pauvreté. Je vous rappelle que beaucoup de femmes, des veuves ou seules, sont dans leur vie de retraité en dessous de 600 €. Beaucoup, beaucoup. Et donc nous demandons, la France Insoumise demande qu'il n'y ait pas un seul retraité en dessous du seuil de pauvreté, c'est la moindre des choses. Et quand bien même, il faudrait qu'il soit avec le minimum qui est le SMIC. Voilà. Nous avons des problèmes bien évidemment au niveau de la santé, au niveau du système de santé, au niveau du système hospitalier, avec une diminution des places d'urgence, où nous avons maintenant des gens qui meurent dans les couloirs des urgences. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... oui, Georges, il faut que j'accélère, c'est ça? J'ai pas dit ça. Hein? La maternité. C'est vrai, ils les mettent à la maternité? Oui, d'accord. Bon, d'accord, ok. Pendant, je ne sais plus regarder l'heure, je me suis dit, Georges, il a envie de manger du gâteau. Donc voilà, il y a quand même un gros problème là aussi, il va falloir réagir. Et dans l'éducation, eh bien demain, par exemple, je me rends en permanence mobile dans le canton de Grésy-sur-Isère. Je vais aller à Frontenex, où le collège de Frontenex lui-même connaît des problèmes où des professeurs ne sont pas remplacés. C'est-à-dire que nos enfants ne bénéficient pas de l'éducation qu'ils devraient dans un système scolaire digne d'une nation civilisée qu'est la France, qui a, je vous le rappelle, mais peu d'entre vous l'ont oublié, que la devise est liberté, égalité, fraternité, mais sans éducation, ce sont des vains mots. Voilà. Nous avons une urgence écologique, en deuxième lieu, qui est celle de préserver la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la terre. Et on voit que sur tous ces plans, même notre département, qui est un département merveille de la nature, eh bien, on a de nombreuses menaces, comme de notre point de vue, le Lyon-Turin, qui va à nouveau, je le rappelle, être délétère pour les ressources en eau, hein, pour les nappes phréatiques profondes. Nous avons une atteinte à la qualité de l'air, avec la multiplication des camions qui désormais traversent la combe de Chambéry suite à la fermeture du tunnel du Mont-Blanc. Et parallèlement à ça, pour vous montrer l'hypocrisie quand même de ce gouvernement, c'est que il est main dans la main avec les dispositions européennes qui tentent à libéraliser le secteur du fret ferroviaire. Cette libéralisation du fret ferroviaire, comme toutes les libéralisations, comme toutes les privatisations, a un préalable, c'est de casser, de détruire le statut et l'état des services publics existants. Parce qu'il est quand même plus facile ensuite de revendre par appartement les services publics pour les privatiser que de les vendre en bonne santé, puisque à ce moment-là, ils coûtent plus cher ou ils sont plus difficiles à démanteler. Donc nous avons également cette bataille à mener
pour défendre le fret ferroviaire, bec et ongles. Voilà, et puis on parle souvent de réchauffement climatique. Là, je voudrais faire une petite mise au point sémantique. En réalité, notre problématique n'est pas le réchauffement climatique. Le problème, c'est le dérèglement climatique. Et bien souvent, vous avez des gens maintenant de très mauvaise foi qui passent dans les médias et qui vont dire « Regardez, comment pouvez-vous dire qu'il y a du réchauffement climatique? Il fait -6. Il fait -6, là, regardez, en plein centre de Chambéry, en pleine nuit. Alors, il est où votre réchauffement climatique? Ouais, ça va, merci. Bon, sauf qu'ils confondent le climat et la météo. Hein? La météo nous dit qu'il fait 6 degrés, mais en réalité, l'année 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis que nous prenons des mesures de température en France. Et donc, ça donne lieu, non pas à un réchauffement, mais à un dérèglement climatique qui entraîne également des phénomènes extrêmes, par exemple, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le Nord, où nos compatriotes du Nord-Pas-de-Calais vivent un enfer, puisqu'ils ont eu, dans un premier temps, la première lame, des inondations comme jamais, et maintenant un froid comme rarement. Et donc, vous imaginez la détresse dans laquelle vivent tous ces gens-là. D'ailleurs, je vous invite aussi, en bon camarade, à aller voir s'il y a des associations qui aident pour aller les aider d'une manière ou d'une autre. On est un petit peu loin du Nord-Pas-de-Calais, donc faire un convoi pour aller les aider sera compliqué, mais vous pouvez toujours donner un petit peu d'argent. Puis en troisième urgence, c'est l'urgence démocratique. On l'a vu avec la LOPMI, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, et la LOPJ, la loi de programmation du ministère de la Justice. Il y a une volonté farouche de la Macronie d'être dans la répression des mouvements sociaux. Ça, c'est clair, nous avons compris. C'est le but de ces deux larges modifications de loi, c'est de donner à la police et à la justice les moyens de réprimer la contestation sociale. Elle se fait par la violence policière qui devient institutionnelle. Je ne parle pas des individus, je ne parle pas des policiers. Je parle de la doctrine de maintien de l'ordre qui prend un tour de plus en plus répressif, violent, armé et avec, parallèlement, bien évidemment, en quelque sorte, une dépénalisation, décriminalisation de tous les comportements ultra-violents dont nous avons été témoins ces derniers mois par certains membres de la police que nous condamnons fermement, dont nous condamnons fermement le comportement qui est absolument anti-républicain et contraire finalement aux droits de l'homme, tout simplement. Pour ce qui concerne la justice, c'est pas beaucoup mieux, puisque finalement, on se souviendra qu'il a été mis en place un système de AFD, amende forfaitaire délictuelle. Je vous raconte de quoi il s'agit, parce que sous cet acronyme administratif, eh bien, on est passé d'à peu près 5 délits qui étaient pénalisés par une amende forfaitaire, par exemple. Si un jeune se faisait attraper en train de fumer du cannabis sur la voie publique, eh bien, il avait une amende forfaitaire de 5 €, mais parallèlement, il ne faisait pas de prison, il était juste condamné à payer une amende. Eh bien, maintenant, on a une trentaine de motifs d'amendes forfaitaires délictuelles, qui sont tous plus farfelus les uns que les autres, et je peux vous dire que si le ministère public décide de lancer des AFD parce que nous nous réunissons sans autorisation ou presque sur la voie publique pour une manifestation, c'est l'amende la plus élevée, puisque celle-ci, figurez-vous, qu'elle est carrément de 750 €. Donc vous voyez bien l'effet dissuasif que l'on veut avoir. Ils avaient d'ores et déjà anticipé finalement qu'il puisse y avoir de la contestation contre le Lyon-Turin, contre les Jeux Olympiques 2024, contre les Jeux Olympiques 2030 et contre, je sais pas moi, l'enfant des déchets à Bure. Enfin, tous les combats, toutes les luttes ont été visées en quelque sorte par ces deux grandes lois qui ont été imposées par ce gouvernement en 2023. Donc là, voilà, les libertés individuelles sont mises à mal, avec en plus des systèmes maintenant de surveillance vidéo qui vont se généraliser. Enfin, pour ceux qui ont lu 1984, on y est, c'est Big Brother is watching you everywhere. Le grand frère est en train de vous surveiller partout et vous n'avez pas intérêt à faire un pas de côté. Donc voilà, pour ce qui concerne la violence administrative, on l'a vu tout à l'heure, tous ces braves gens qui viennent nous voir ici à la permanence en nous disant qu'ils sont à bout, qu'ils n'en peuvent plus, alors qu'ils ont un travail. Certains travaillent depuis des années. Certains sont mariés à des Françaises ou des Français, ont fait des enfants en France. Certains parlent bien mieux français que beaucoup d'entre nous. Eh bien, ils sont dans une situation de précarité qui fait qu'à tout moment, ils peuvent être emprisonnés parce qu'on fait rapidement des délits. Parmi nous, vous grillez un stop, c'est un délit. Eh bien, quand vous êtes
entaché d'un délit, si vous êtes demandeur d'asile, par exemple, eh bien, vous pouvez administrativement, sur un simple coup de plume, finir dans un centre de rétention administrative. Et si vous avez l'occasion d'aller voir sur Mediapart la visite que nous avons effectuée au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry, à Lyon, c'est horrible. C'est pire même que toutes les prisons que j'ai visitées, et je peux vous dire que j'en ai visité un paquet. Hein. Eh bien, les conditions sont pires que dans les prisons que j'ai visitées. C'est une horreur. Sans compter qu'en plus, tous ces gens-là sont dans une contention chimique massive, puisque pour les tenir calmes par rapport à l'injustice qu'ils subissent, on les gave de médicaments et d'anxiolytiques, de benzodiazépines et d'autres psychotropes chimiques pour les tenir calmes, parce que sinon, c'est le cauchemar. C'est horrible. Donc voilà, et nous allons aussi nous battre pour la 6e République, qui est le cœur aussi constitutionnel de notre programme, la 6e République. Et dans la 6e République, bien évidemment, certains d'entre vous en sont des promoteurs, il faudra qu'il y ait une large place laissée au référendum d'initiative citoyenne, comme de toute façon nous appelons également de nos voeux à ce que les communes, et y compris des villes comme Chambéry, disposent également de mécanismes pouvant laisser une large place à l'expression de ces citoyens et de ces concitoyens. Voilà. Je terminerai avec 2 derniers points sur le plan démocratique, qui est aussi la montée des extrêmes et des ultra-droites. Eh bien, une gentille ville comme la nôtre, Chambéry, où on a tout de même, on va dire, une ambiance, un contexte politique plutôt équilibré, plutôt, on va dire, serein en quelque sorte, même si nos militants sont convaincus et sont motivés et sont, motivés et convaincus de notre programme, l'avenir en commun, on a de plus en plus l'émergence d'extrémisme de droite et d'ultra-droite, et qui, désormais, parcourent nos rues tranquillement, parfois même accompagnés du pas débonnaire de la police, se disant que finalement, qu'y a-t-il à craindre de gens qui disent que finalement, il faut plus d'ordre et plus de sévérité contre les délinquants, par exemple. Eh bien, en réalité, je tiens à rappeler que l'extrémisme de droite tue. Contrairement aux extrêmes gauches, qui finalement sont, la plupart du temps, s'en prennent à du matériel, vous voyez bien, enfin, tous les médias, finalement, avec le mal qu'ils nous veulent et qu'ils veulent à la gauche et aux extrêmes de la gauche, ne désignent finalement que des actes qui s'en prennent au bien. Eh bien, l'extrême droite s'en prend aux personnes. Et à ce titre-là, l'extrême droite, l'ultra-droite, est potentiellement criminelle. Et, je dis potentiellement, et commet des crimes à travers l'Europe. On a bien vu, par exemple, le massacre qui s'est effectué en Norvège était le fruit d'un fanatique d'extrême droite et qui a tué des dizaines de personnes sur une île. On s'en souvient, je ne sais plus en quelle année c'était. Pardon ? C'est Utoya. Utoya, c'était l'île d'Utoya. Oui. Donc vous voyez, le danger réel, le danger vital, il est là. Et quand on voit qu'en Italie, à la suite d'un hommage rendu à des militants de droite qui étaient morts, je ne sais plus dans quelles conditions, que l'ensemble des manifestants se mettent à faire le salut mussolinien, le salut fasciste, le bras en avant, et que finalement personne ne s'en émeut, et même en France, je n'ai pas connaissance que notre président se soit ému de dire un pays aussi proche que l'Italie. Nous, il est très proche parce que nous sommes en Savoie. Mais imaginez, de l'autre côté de la frontière, se réunissent des centaines de personnes qui font le salut mussolinien. Et ce qui se passe là-bas, si ce n'est pas condamné ici, se passera demain ici. Voilà. Donc, je crois que là, il faut continuer à se mobiliser, à être d'une grande vigilance, à lutter contre ce phénomène. Ce n'est pas une banalisation. La banalisation, finalement, est une forme de complicité. Et j'en appelle, puisque vous prenez des notes, chère madame, à tous les pouvoirs publics, que ce soit la préfecture, les pouvoirs de police, de gendarmerie, et toutes les collectivités locales et territoriales, à être particulièrement vigilants et sévères avec ces manifestations de haine, de racisme, qui sont bien souvent des appels au meurtre. Voilà. Ce n'est pas une opinion. Le racisme, l'antisémitisme sont des délits. Ce n'est pas des opinions, exactement. Eh bien, je finirai également avec la question de la guerre, puisque depuis le 7 octobre et les massacres perpétrés par le Hamas sur la population israélienne,
les mesures de rétorsion du gouvernement fasciste israélien ont plongé toute la bande de Gaza et ses 2 500 000 habitants dans la plus terrible des horreurs. Et nous voyons aujourd'hui, au prétexte d'aller combattre les combattants du Hamas jusqu'à l'intérieur des bâtiments, eh bien, nous avons des frappes qui massacrent la population palestinienne, il faut le dire, il n'y a pas d'autre mot. Les images sont là, on le voit, on le comprend, on se dit, mais si en France nous avions le même problème, si des terroristes se cachaient par exemple dans les Hauts-de-Seine, est-ce que l'armée française bombarderait les Hauts-de-Seine pour en extirper jusque le dernier de ces terroristes à l'intérieur de la population? Non, il y aurait une discrimination qui se ferait, et là dans le sens positif, qui consisterait à se dire nous recherchons les coupables de ce qui a été commis le 7 octobre, et non pas, nous ne ferions pas exploser des bombes qui aujourd'hui ont fait plus de 20 000 morts. Et dans ces 20 000 morts, il y a plus de 6 000 enfants et pratiquement autant de femmes. Donc certainement pas des combattants du Hamas qui ont été massacrés. Mais on le voit, l'agenda du gouvernement de Netanyahou n'est pas d'aller mettre fin au Hamas, que d'ailleurs il souhaitait de ses voeux voir diriger la Palestine, puisqu'il l'a préféré au FPLP à l'époque, on s'en souvient, hein, puisque c'est connu, c'est médiatisé. Vous trouverez sur Internet les enregistrements de ses prises de parole où il disait « Nous ferons tout pour qu'il y ait le Hamas est préférable à toute autre organisation politique pour gouverner la Palestine ». Eh bien aujourd'hui, nous avons un conflit dont nous ne voyons pas le bout et qui entraîne des milliers de morts innocents. Voilà pour ce qui concerne l'urgence démocratique, là pour le coup internationale. Alors dans ce contexte un petit peu lourd, il faut quand même que je vous présente mes vœux avant que nous allions boire un petit coup. C'est pas facile. Mais je ne les ai pas écoutés, les vœux du président, parce que finalement, ils sont à peu près les mêmes. L'année a été très difficile, l'année suivante sera compliquée, mais nous serons courageux et nous investirons beaucoup. Mais enfin bref, le jour où ce gouvernement et ce président gouverneront pour l'intérêt général, peut-être que j'allumerai le poste de télévision. Mais je sais que notre président a utilisé le mot de réarmement. Ah, il a voulu réarmer. Là, on sent quand même le petit capitaine de pédalo qui se sent pousser des ailes et qui dit « Eh bien, nous allons réarmer ceci, cela ». Enfin bref, je ne sais pas ce qu'il veut réarmer, mais certainement pas le bonheur des Français. Eh bien moi, pour 2024, je nous souhaite un véritable réarmement de l'État social, voilà, pas de l'État répressif, un véritable réarmement de nos libertés publiques, parce qu'elles ont été largement grignotées, et demain, avec toutes les luttes sociales qui s'annoncent, c'est fini. Oui. Mais c'est fini, mais regarde. Bien évidemment, il va falloir également se battre sur ce thème-là. Le réarmement aussi de nos collectivités territoriales, à commencer par les communes, parce qu'aujourd'hui, finalement, les communes sont de plus en plus dépossédées de la liberté de décider, de choisir, d'investir. Et la baisse, on va dire, des dotations aux communes est largement responsable, finalement, de cet appauvrissement, de cette unité démocratique qui, pour nous, est essentielle, la commune, qui porte bien son nom quelque part, où les citoyens d'un même territoire sont responsables et choisissent leur destin. Donc voilà, je termine en vous disant, eh bien, lorsqu'on entend ces politiques qui font prévaloir les devoirs sur les droits, eh bien nous, c'est le contraire. On est fidèle à la lettre, fidèle aux premières constitutions, dont celle de 1793, et on fait prévaloir les droits du peuple sur leurs devoirs. Mais nous avons un droit que nous continuerons à manifester, qui est celui du droit au bonheur. Et pour ce droit au bonheur, on a un devoir, là aussi, mais qui est pour moi, de mon point de vue, un devoir d'utopie, pas d'une utopie, on va dire, candide, innocente, comme ça, mais de devoir viser un avenir désirable, puisque c'est aussi le thème central de notre programme de la France Insoumise, que nous continuerons à faire vivre, tant c'est un trésor de cap à suivre. Et bien voilà, je vous souhaite donc tous et toutes un devoir de résistance pour 2024. Et maintenant, je vous convie à le pot de l'amitié.